Bonjour et bienvenue sur mon podcast Déconstruisons-nous, pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Poumanino, CEO du Visage de la Diversité, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, le format d'aujourd'hui est un petit peu particulier parce que, comme je vous avais dit dans l'épisode 0, les podcasts, il y avait deux formats. Un format avec un professionnel, avec lequel nous parlons de sujets vraiment techniques, et un format beaucoup plus terre-à-terre, en groupe intergénérationnel. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse. Pour ce premier podcast en groupe intergénérationnel, j'ai la chance de le faire en famille. Alors, je vais laisser mes invités se présenter. Chacun à son tour va vous dire qui il est et surtout va nous dire pourquoi est-ce qu'il a accepté de participer à ce podcast. Ça commence bien. On m'a forcé. On nous a menacés. Ça commence bien, chers auditeurs, vous ne voyez pas toute leur tête, mais elles sont un peu « Oh, j'avais pas préparé mon texte ». Mais bon, elles vont essayer de faire de l'impro et je suis sûre que ça sera très bien. Yes, okay. Qui se lance? Soyez pas timides, allez-y. Eh ben, c'est parti. Et bonjour à tous et à toutes, j'ai l'impression de lancer une émission. Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Valérie donc des Jooms, je suis la directrice artistique et la responsable marketing donc, du groupe Upgrade qui est géré par les Jooms. Et pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à ce podcast? Parce que tu es fantastique Sylviane, voilà pourquoi. Oh, et donc je ne peux rien te refuser. Pour ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Mais bonsoir, enfin bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Liliane des Jooms et je suis directrice administrative et financière de la société Upgrade et je suis également coach et formatrice dans le développement personnel. Voilà. Et pourquoi j'ai accepté cette invitation? Je suis assez d'accord avec Valérie en vrai, mais je vais pas répéter ce qu'elle a... Oh ça va, En fait non, j'ai trouvé la thématique très intéressante et effectivement on a l'habitude de le faire sur notre podcast avec les Jooms et je trouvais ça intéressant de pouvoir le faire avec toi aujourd'hui, donc merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Moi je m'appelle Sandra, je fais partie aussi des Jooms, je suis CEO du groupe Upgrade. Et en fait, on est ravis de faire ce podcast avec toi. Enfin, moi, je suis ravie parce qu'on produit déjà ton contenu Déconstruisons-nous. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper culotté de faire ce podcast sur la diversité et de raconter toutes ces histoires que tu fais avec, que tu transmets, que tu partages avec tes invités. Et du coup, je trouvais ça rigolo de venir, en tant que non-professionnel, partager ce moment avec toi. Merci. Et j'espère que vous allez aimer tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Bonsoir et bonjour en fait à tous. Moi c'est Francine Hino. Comme vous l'avez sûrement dû le remarquer, il y a Hino dans mon nom comme dans celui de Sylviane. Donc vous savez déjà pourquoi je suis là. On m'a menacée. Je suis un peu obligée parce que le sang l'oblige. C'est même pas vrai en plus. Mais plus sérieusement, en fait, je suis là surtout parce que j'aime l'idée qu'elle a eu de prendre le courage de se lancer. J'aime l'idée de la diversité. Moi qui suis une amoureuse des voyages, de la découverte du monde, la découverte d'autres cultures, c'est un sujet qui me parle. Clémence, un peu la pression. Ouais. Juste pour vous dire. Juste ta soeur, hein, parce que les autres, c'est un petit peu limite. Genre ça, tu m'as Hello, moi je suis Clémence, je fais partie des Jooms, je suis chanteuse, DJ, productrice, sound designer, auteure-compositrice et j'ai accepté avec grand plaisir de faire ce podcast parce que je trouve que déjà pour une fois c'est cool d'être en mode invité. Parce qu'on reçoit souvent des gens, dans le cadre général même de la vie, on reçoit souvent des gens, mais on ne se fait pas souvent inviter. Oui, c'est tout à fait vrai. Invitez-nous, please. Donc ouais, c'est cool d'être de ce côté-là. Et puis ton contenu est hyper intéressant, Sylvaine. Tous les invités que tu as pu faire venir depuis nous ont apporté énormément de connaissances et de richesses. Donc c'est un plaisir de te rejoindre dans ce podcast. Merci, plaisir partagé. Check bang. Alors, pour finir, moi, je suis chef Élise, la maman des Jooms. Je m'occupe de quoi? De votre alimentation. Je m'occupe de votre bien-être, en fait, de manière générale. J'ai accepté d'intervenir dans ce podcast parce que nous allons, je pense, aujourd'hui, nous construire à travers la déconstruction. Et puis, à l'heure de la mondialisation, je pense que la diversité est vraiment d'actualité. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'intervenir et d'apporter mon expertise aussi à travers ton podcast. Voilà.
Je suis ravie d'être là. Merci, chef Elie. Les gens dissipés ici. La mondialisation. Oh purée, quand est-ce qu'on enregistre ce truc des jokes, s'il vous plaît? Parce que là, vraiment, on aura tout entendu sur... Mondialisation, c'est diversité, forcément. hein. Oui, bien évidemment, je suis Voilà. tout à fait d'accord. C'est à cause de la mondialisation qu'il y a tant de diversité. Absolument. Exactement. Vous aurez bien compris, chers auditeurs, ici on rit beaucoup et on va beaucoup rire durant l'enregistrement de ce podcast. Donc, si vous êtes au milieu de gens, prévenez des gens autour de vous que vous allez beaucoup rire. Parce que je sens que ça va être quelque chose. Et comme vous l'aurez compris, il y a 2 familles ce soir, les Djoum et les Ino. Donc, on va passer au vif du sujet, pourquoi nous sommes là. Dan, 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 dan. Aujourd'hui, on va parler d'intégration. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle d'intégration? Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es immigré, qu'importe le pays, c'est pas seulement en France, mais lorsque tu es immigré, on entend toujours parler d'intégration. Il faut que tu t'intègres dans ta ville, il faut que tu t'intègres dans le pays, il faut que tu t'intègres dans ta classe, il faut que tu t'intègres dans la société, il faut que tu t'intègres en entreprise. Mais en fait, la première question que j'ai envie de poser à mes invités ce soir, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment en fait s'intégrer? Parce qu'on entend tout le temps ce mot intégration, mais qu'est-ce que ça signifie finalement? Et surtout, ne vous battez pas pour répondre. Alors, en fait, j'ai pris le micro, mais je ne savais même pas ce que je voulais dire. Donc, l'intégration, pour moi, l'intégration, ça me fait penser à l'assimilation, en fait. C'est l'idée de vouloir se rentrer dans un groupe ou dans un espace et de s'intégrer, donc d'entrer à l'intérieur et de faire partie de cet espace-là ou de ce groupe-là. Et je le vois comme une chose... Alors, avec le recul, pas négative, mais disons que je le vois de moins en moins de manière positive parce que de par mon histoire, l'intégration a été aussi une source en fait de lissage, une source d'oubli parfois même de ma personne parce que j'avais tellement envie d'être intégrée que j'en ai enlevé ma singularité, que j'en ai enlevé le fait que j'étais noire, que j'étais afrodescendante parce que j'ai évolué dans un milieu plutôt caucasien et donc comme je sortais déjà de la masse, comment est-ce que je faisais pour m'intégrer? Donc c'est plus forcément un terme que je connoterais de manière positive par rapport à mon histoire. D'accord. Je pense que, en fait, quand j'entends te dire, ça me rappelle parce que, bon, j'ai fait mes devoirs. Quand Sylvia nous a envoyé le thème, je suis allée regarder un peu ce que le Larousse nous disait par rapport à la définition d'intégration, ce que le Larousse pouvait bien nous dire. Et effectivement, d'après la définition du Larousse, ça suppose en fait un oubli de sa personne. Ça suppose que tu commences à ressembler au collectif et qu'il n'y ait pas en fait d'individualité, que tu n'es plus unique, que tu n'as plus cette petite chose-là qui fait en sorte qu'on te remarque en plein milieu d'un groupe, mais en fait que tu ressembles à tout le monde. Et je pense que c'est un peu ce que, en France, je parle de la France parce que je vis en France, je pense qu'en France, c'est un peu ce que les gens que l'on va rencontrer généralement, nous qui sommes étrangers, veulent de nous en fait. Ils veulent vraiment qu'on ressemble à des Français. Ils ne veulent pas forcément entendre parler de notre culture. Ils ne veulent pas forcément entendre parler de ce que nous on mange. Ils veulent que nous mangions comme eux. Moi, je prends un exemple simple. Quand je dis aux gens, je n'aime pas la raclette, je n'aime pas les soupes. Ça Attention, on est en plein hiver, ça va commencer. Voilà, vous voyez justement, c'est la même réaction. Je n'ai pas Comment grandi en France. oses-tu ne pas aimer la raclette? La France, tu l'aimes ou tu la quittes, ma chérie? Cette phrase, on l'entend beaucoup là. Tu la quittes. Mais j'ai envie de vous dire, mon palais n'a pas été éduqué à aimer ça. Je ne suis pas née en France, je suis née au Cameroun. Mon palais, il aime... Bon, pas le couscous quand même, parce que... Sauf c'est le héros. Avec le watafoufou, oui. Mais mon palais, il aime le condré, il aime le poisson braisé, il aime le coquille, il aime le porc braisé, il aime la banane malaxée.
vous-même. Ouais, Entre la mais banane il y a que les malaxée trucs et la raclette. Mais tu penses Qui pas gagne. tu penses pas que le palais, ça se travaille justement pour aimer d'autres choses que tu n'as pas l'habitude nécessairement de Ah manger? oui. D'ailleurs, je suis arrivée en France, j'ai aimé des choses que je n'avais pas l'habitude de manger au Cameroun. Mais j'ai vraiment essayé avec la raclette. Pour une petite anecdote, quand on est arrivé avec des amis, on s'est dit, bon, on va essayer la raclette parce que tout le monde parlait de ça. Bah, je suis arrivée ce soir-là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Du coup, pendant qu'elles mangeaient, parce qu'elles les ont aimées, moi j'ai mangé la charcuterie et le pain. Donc, pour vous dire, Pommes de Fais terre. charger. Les pommes de terre étaient bonnes. c'est pour vous dire, en fait, j'ai vraiment essayé, mais Ok. mon palais refuse. Je pense que exactement ce que Valérie disait et ce que Francine disait, quand on parle généralement d'intégration, on veut absolument que tu te fondes dans toute la masse. J'ai souvent l'habitude de dire, on veut que tu deviennes le parfait français, alors que tu ne l'es pas en fait. Et c'est d'ailleurs même, j'ai envie de dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette thématique de la diversité culturelle me tient à cœur, parce que je trouve que c'est tellement dommage. La France, il y a tellement de cultures à découvrir, mais on veut que tu deviennes le parfait français. Parce qu'on ne veut pas que lorsqu'il y a une foule, on te remarque toi. Pourquoi doit-on te remarquer toi? Pourquoi est-ce que tu dois être différent? Pourquoi doit-on te remarquer? Tu ne peux pas te faire comme tout le monde, c'est ce qu'on attend de toi. J'ai envie de vous demander, même à vous tous en fait, par rapport à ce que Valérie a dit, est-ce que intégration rime forcément avec perte d'identité? Clémence a quelque chose à nous dire. En vrai, je pense que c'est propre à chacun. Parce que si tu estimes que intégrer, t'intégrer, c'est fit in the box qui ne correspond pas forcément à tes caractéristiques ou à ta personnalité, oui, c'est perte de... Je sais plus le terme que tu as utilisé. Perte d'identité. C'est une perte d'identité, mais si intégrer, ça se rapproche de qui tu es, c'est pas un chemin de transformation, dans ce cas-là, c'est pas une perte d'identité, donc je pense que c'est propre à chacun. Et c'est aussi, comment dire, ça dépend aussi de comment chacun se voit et comment chacun perçoit son identité. Parce qu'on a tous plusieurs personnes en nous, je pars sur le principe qu'on a tous plusieurs personnes en nous, donc si s'intégrer, c'est se rapprocher d'une autre personne qu'on a. Alors, la sorcellerie. C'est donc ça que vous voulez amener en France, hein, c'est bien même. Oui, le livre de la meuf, elle a les équations. C'est comme ça, j'étais là. Donc, si se transformer, c'est se mettre. Bon, bref, en fait, ça dépend de chacun. Voilà. Clémence s'est perdue, mais en fait, bref, elle a voulu dire ça dépend de chacun. Je pense que ça dépend de chacun et de l'environnement aussi dans lequel la personne évolue. Parce que tu seras dans un environnement où les gens voudront que tu te fondes dans la masse. Ou tu peux être dans un environnement où les gens vont simplement t'accepter comme tu es. Chercher à s'intéresser même à ta culture. Chercher à s'intéresser, on va dire, au plat que vous mangez, à comment c'est. Moi, je dirais que j'ai un peu une chance dans mon milieu professionnel d'évoluer avec des gens qui sont hyper sympas, qui certains ont vu pas mal de pays dans le monde, donc ça les a permis d'être assez ouverts en fait d'esprit. Du coup, quand je vais partir au Cameroun en vacances, je vais revenir, ils vont toujours me poser des questions, comment ça se passe, et ils n'ont pas d'a priori et ne se disent pas qu'au Cameroun, on vit dans les arbres et qu'on s'habille avec des feuilles, tu vois. Francine, je veux revenir, je ne sais pas trop si c'est dans la thématique, mais elle a dit un truc qui a tiqué dans ma tête. Elle a dit... ils ont vu beaucoup de pays dont ils sont ouverts d'esprit. Petite question, est-ce qu'il faut forcément avoir vécu dans beaucoup de pays pour être quelqu'un d'ouvert d'esprit? Est-ce que le fait d'avoir vécu dans plein de pays te rend vraiment... Mais je pense que ça aide. Ça aide, je suis d'accord. Pas forcément que ça te donne une ouverture d'esprit, mais ça t'aide aussi à comprendre les cultures. Parce qu'on dit souvent que voyager forme l'esprit. Et je pense que ça permet d'être plus tolérant, de se dire qu'ailleurs, on peut manger de telle façon. Et puis peut-être goûter aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, notamment en Afrique, et qui, quand on parle de n'importe quel mets, ils sont en mesure même de mieux en parler que nous-mêmes. Tu vois? Je pense que voyager, ça ouvre l'esprit. Et ça permet aussi de faire tomber certains préjugés que tu peux avoir par rapport à d'autres personnes. Alors moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense qu'on peut aller dans un pays pour avoir voyagé et avoir eu différentes façons de voyager.
on arrive dans un endroit, on est dans un cadre hôtelier magnifique, on mange dans des restaurants internationaux, dans le cadre hôtelier, on sort de l'hôtel, on est dans une voiture, on arrive dans un endroit, on fait une activité, on remonte dans la voiture, on revient à l'hôtel. Très honnêtement, on peut aller dans un pays et pas du tout être connecté avec le pays. Pas du tout, du tout. En mon sens, je ne parle pas de ce genre de voyage. Oui, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens. Mais c'est la Il y a majorité beaucoup des de gens gens. qui voyagent comme ça. Non, il y a beaucoup de gens qui voyagent comme ça. Par contre, la décision d'être chez l'habitant, en mode sac à dos, ce truc cliché un peu qu'on dit machin, et il y avait une émission qui était vachement bien sur M6 là qui montrait ça. Voilà, Pékin Express. Voilà, qui va faire Pékin Express, en mode vraiment sac à dos et être au cœur de la vie des gens et voir comment ils vivent, comment ils mangent, quelles sont leurs préoccupations, comment ils vont à l'école, quelle langue ils parlent. Enfin, c'est quand même une façon de voyager qui est complètement différente. Et je suis pas sûre que même moi, qui ai tenté des aventures de voyage où je me suis retrouvée dans des situations compliquées, je suis pas sûre que je sois en mesure de dire je connais un pays parce que j'y suis allée. Je crois pas. Et je pense qu'il faut rester longtemps aussi, avoir quand même une certaine durée, et être au contact de la population locale pour comprendre quelles sont comment ils pensent, comment ils réfléchissent, quelles sont leurs valeurs fondamentales. Sinon, après, je pense que c'est juste des vacances dans lesquelles on s'exporte dans un endroit, on profite de l'environnement, c'est joli, c'est beau, et puis voilà, honnêtement, il se passe rien en termes d'échange avec la culture locale. Je te rejoins tout à fait, Sandra, qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent dans un pays et qui finalement, j'ai envie de dire, c'était pas un voyage enrichissant parce qu'ils vont te dire, oh, c'était super génial, mais finalement, le voyage n'était pas plus enrichissant que ça. Et quand tu parlais, ça m'a rappelé une petite anecdote parce que dans la famille, on aime beaucoup la Corée. Et nous sommes partis en Corée du Sud 3 semaines. Et quand on faisait des recherches pour notre voyage, je cherchais justement moi j'ai vraiment voulu pousser le voyage jusqu'à me dire comment se comporter quand on arrive dans la société coréenne parce que c'est pas du tout les mêmes codes. Ils n'ont pas, par exemple, je prends juste un exemple simple. Le fait de saluer les gens, ils s'inclinent quand ils saluent les gens. Nous, c'est pas comme ça qu'on nous a appris. Et je voulais vraiment me dire que je m'imprègne de cette culture quand je vais y aller. Je n'y vais pas juste encore être une énième touriste, quoi, qui vient juste dans un pays parce que c'est à la mode. Et quand je faisais ma recherche, je suis tombée sur un article qui parlait des choses qui énervent le plus les Coréens par rapport aux touristes. Et il y avait justement ce côté, il y a des touristes qui arrivent en Corée et ne comprennent pas qu'ils ont des us et coutumes qui doivent être respectés, pour eux c'est un respect. Le simple truc, quand on donne de l'argent à quelqu'un, on ne le donne pas comme nous on fait ici que tiens, où il y a tout un rituel. Exactement. Et pour eux, les Coréens disaient que c'était un des trucs qu'ils détestaient les plus chez les touristes, qu'ils ne prennent même pas la peine de ne serait-ce que remarquer qu'ici, quand tu vas dans une boutique, tu ne donnes pas de l'argent aux gens comme tu fais dans ton pays. Il y a un respect que tu dois avoir quand tu donnes de l'argent à quelqu'un et quand tu reçois de l'argent. C'est que ça, juste pour la petite anecdote, j'ai fait ça tout le voyage. Je me suis dit, bon, ils ont dit qu'ils n'aimaient pas, il faut que je fasse ça tout le voyage, que je prête attention. Donc, je faisais mon petit rituel quand je donnais de l'argent. Quand je recevais, je faisais mon petit rituel pour ne pas fâcher quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent finalement. Mais gens disent c'est un voyage vide parce qu'ils sortent de là, ils sont pas... Mais pour eux, c'est pas vide. Hein. Là, c'est encore une fois un point de vue. Pour eux, c'est pas vide. C'est juste, la question, c'était de savoir si le voyage transforme. Et le voyage peut ne pas transformer. Oui, voilà, effectivement. Le voyage peut ne pas transformer. Et donc, également, en fait, tu peux rester sur place et voyager, finalement. Parce que la transformation, c'est une volonté, c'est quelque chose que tu décides de faire. Donc, si tu n'as pas les moyens d'aller en Corée ou même d'aller visiter d'autres pays, ben, tu peux aller à la rencontre d'autres cultures parce qu'on est dans un pays multiculturel, même si la France est une et indivisible. Mais il y a différentes cultures, donc tu peux aller en voyage sans avoir forcément à aller te poser dans un hôtel 5 étoiles et pas sortir du resort. Effectivement. Mais moi, quand je parlais surtout des gens qui sont ouverts d'esprit parce qu'ils voyagent, je connais plus dans le sens où ces personnes-là sont vraiment ont vraiment cherché à comprendre le lieu où ils allaient, ils ont vraiment cherché à comprendre les us et coutumes de l'endroit qu'ils sont allés visiter. Et je pense que si on prend quelqu'un qui est parisien, qui n'a jamais quitté la France, qui n'a peut-être jamais, qui pour lui, comme ils disent souvent les Parisiens, si tu n'es pas dans Paris, tu n'existes pas. Tu es au village, en fait. Tu ne sors pas de Paris. Si tu es dans le 92, là, c'est toujours Paris. C'est le village. Mais c'est le Grand Paris. C'est toujours le village. Il n'y a pas 75 devant.
Donc, si on prend quelqu'un qui n'est jamais vraiment sorti de Paris et qui a peut-être que, ses vacances, il va les passer peut-être à Cannes ou bien à Monaco, qui n'est jamais vraiment sorti de France, on va dire. Et quelqu'un qui a vraiment beaucoup voyagé et qui, en voyageant, s'est vraiment intéressé à la culture. Même si, les palais sont différents, tu peux ne pas aimer la bouffe une fois sur place, mais qui s'est vraiment intéressé à la culture, je pense que l'état d'esprit n'est pas le même. Il n'est vraiment pas le même. Ouais. On a beaucoup parlé d'intégration. C'est normal, c'est notre sujet. Mais en fait, je voulais vous poser cette question encore. Quels sont les critères qui permettent à une personne de juger que tel est intégré, tel n'est pas intégré, en fait? J'ai des questions super difficiles. C'est que le tâche ne marche pas. L'examen, je suis en train de leur faire passer un examen. Mais non, mais Je crois que même l'examen de médecine n'est pas difficile comme ça. Pourquoi est-ce que certaines personnes, on dirait tel est intégré, tel n'est pas intégré? Quand tu vas expliquer, tu vas dire quelque chose, on va te dire c'est parce que tu n'es pas assez intégré. Mais qu'est-ce qui permet de dire de juger qu'une personne est intégrée ou pas quand elle arrive en France? Qu'est-ce qui permet aux gens de juger que oui, tu n'es pas intégré? je crois qu'il y a une première chose, c'est parler la langue du pays. Quand tu viens, je pense qu'il y a plein d'exemples de gens qui habitent ici, qui ne te comprennent pas, ni savoir lire, ni savoir écrire, ni même comprendre la langue et la parler. Et donc tu vas dans un magasin, tu n'es pas capable de te débrouiller, finalement tu es obligé d'être assisté par quelqu'un qui va parler potentiellement la langue du pays. Donc ça, je crois que le critère langue est un des critères primordiaux pour dire, entre guillemets, qu'on est intégré dans un pays. Pour juste ajouter à ce que tu dis, le critère langue, savoir parler la langue du pays est important, mais il y a aussi l'accent à ajouter dessus. Parce qu'à chaque fois, on va te rappeler, oh, tu as un accent. On va te dire, voilà, tu viens d'où? On va te dire que tu t'es pas bien intégré parce que tu as un accent. Il faut que tu whiteys, comme on dit au Cameroun. Oui, c'est pas faux. En ce qui concerne cette affaire d'accent, très souvent, quand tu es immigré, que tu viens d'arriver, tu vas parler, on va dire « Ah, j'ai pas compris ». Et pourtant, c'est du français que tu es en train de parler. « Ah non, ton accent, en fait, fait en sorte que je comprends pas ce que tu dis. » Ah, d'accord. Oui. D'accord. Alors, moi, juste, quand même, en France, il y a beaucoup d'accents. C'est clair. Il y en a vraiment beaucoup. Là, on est en train de parler dans notre microcosme parisien. Mais si tu vas dans le sud, si tu vas en Corse, si tu vas même en Bretagne, il y a plein d'accents différents. Donc moi, l'histoire de « oui, ton français on ne comprend pas », je suis désolée. À partir du moment où je sais bien conjuguer, mettre ma grammaire, bien mettre les mots, etc., on n'a pas à me faire en tout cas, à me dire si mon français est bon ou pas. Il y a plein d'accents qui existent. La seule chose qu'on demande, c'est, comme tu disais, Liane, maîtriser la langue. Un Américain qui parle français, si c'est audible et compréhensible, je suis désolée, il a son accent américain, c'est OK. Donc, il faut qu'on revienne juste aux bases. Parler bien le français, c'est quoi? Avoir un accent, c'est autre chose. Et les accents, il y en a plein. Il ne faut pas qu'on vienne embêter les gens par rapport à leurs accents. Est-ce que tu parles bien français? Est-ce que tu respectes les règles grammaticales, orthographes, etc. du français? Point. Pour moi, c'est la seule chose sur laquelle on doit juger les gens. Vous avez compris, Sandra dit arrêtez de nous juger sur nos accents. Alors moi, je mettrais une petite nuance par rapport au parler bien français. Je trouve que je pense que l'intégration elle est plus liée à des connexions sociales qu'à une langue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne respectent pas les règles de français ou qui ne savent pas bien conjuguer, etc. Est-ce que pour autant ils sont moins intégrés? C'est plus la question de est-ce que tu arrives à communiquer avec la communauté qui est autour de toi? Et si vous avez un discours, si vous avez une langue qui est commune et vous arrivez à communiquer, il y a une intégration qui est faite. Est-ce que vous savez conjuguer les choses de manière correcte ou pas? Ça peut être peut-être un facteur discriminant pour des personnes qui n'ont pas forcément, soit qui n'ont pas... n'ont pas étudié de manière, ont eu un niveau d'études important, ou juste parce que c'était pas les choses qui étaient importantes pour eux dans leur vie, c'était pas des choses importantes. Je radote. Mais donc tout ça pour dire que j'imagine bien qu'il y a des personnes qui ne parlent pas parfaitement français et qui sont très très intégrés dans le tissu social et qui sont hyper proches de leur magasin de proximité, qui connaissent la grand-mère de machin, de trucs dans le quartier au niveau local, et pourtant ce ne sont pas des Français de souche,
Ce sont des personnes qui ont à un moment donné qui se sont expatriées en France et non pas immigrées, parce que ça marche, changeons les termes, que les termes soient les mêmes pour tout le monde, expatriation en France, mais qui sont intégrés en fait. Ils sont intégrés et ils arrivent quand même, je pense, à garder leur singularité en maintenant leur accent, en maintenant leur culture et en ayant, voilà, c'est comme tu disais Clémence tout à l'heure, voilà, on est plusieurs personnes dans la personne, c'est ce que tu voulais dire avec les équations de maths. Voilà. Et donc, tu peux avoir ta propre... Et c'est ça, ce qui peut être intéressant, c'est arriver à t'intégrer dans différents milieux. Tu vas en Corée, tu essaies de t'intégrer, en tout cas, tu fais l'effort pour montrer que tu respectes la culture. Tu es en France, tu t'intègres d'une certaine manière. Quand tu rentres au pays, il y a une certaine manière de te comporter que tu vas adopter, parce que sinon, on va te dire « Ah, tu es trop intégré !» Et ça, c'est pas une chose positive. Quand on dit que tu es trop intégré, ça veut dire que tu es trop autre, que tu es trop white, que tu es trop tout ce que tu veux. Donc, j'ai l'impression que c'est une danse aussi, l'intégration. Non, mais je pense qu'il y a aussi le volet de l'intégration dans un seul sens. Quand les Européens vont en Afrique, est-ce qu'on peut parler d'intégration? Dans quelle mesure on dit qu'ils sont intégrés? Il n'y a pas cette notion de il faut que tu parles la langue, il faut que tu t'habilles comme ça. Il n'y a pas cette notion-là, puisqu'ils vivent dans leur communauté. On parle aussi de communautarisme aujourd'hui, dénigré par certaines personnes. Communautariste, qu'est-ce que ça veut dire? Quand les Européens vont en Afrique, ils vivent en communauté. Donc, franchement, l'intégration, moi, je trouve que ça va plutôt dans un sens que dans l'autre. Et c'est ça qui est un peu vraiment discriminant pour moi. Élise, présidente. J'ai envie de creuser un petit peu plus avec cette question de discrimination dans le terme intégration. J'ai envie que tu nous en dises un petit peu plus. Alors, je vais revenir un petit peu, faire un peu la genèse de ma vie en France. Quand nous arrivions en France, c'est vrai, quand nous arrivions en France, il fallait t'intégrer, avoir une carte de séjour, aller passer, je ne sais pas, combien d'heures dehors dans le froid parce qu'il fallait que tu t'intègres, il fallait que tu aies ta carte de séjour. L'intégration pour nous aussi, c'était, il faut que tu te lisses les cheveux parce qu'il faut que tu passes les cheveux crépus, il ne fallait pas qu'on les voit. Il fallait que tu manges un peu comme les whiteys, il fallait que tu parles un peu comme les blancs. Moi, je trouve que c'était un peu pesant, tu vois. Alors que dans l'autre sens, c'est pas du tout ça. Les Européens qui arrivent en Afrique sont, comment te dire, ils n'ont pas toute cette pression de s'intégrer. Déjà, ils ont les bons postes, ils n'ont pas cette pression. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est discriminant par rapport aux Africains qui viennent en Europe. Et c'est dans l'autre sens, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est vrai. J'ai envie de... En fait, quand la maman m'a dit que quand eux, ils n'ont pas toute cette pression quand ils vont en Afrique, je pense qu'ils n'ont pas aussi toute cette pression parce que c'est nous qui faisons en sorte en Afrique qu'il n'y ait pas cette pression-là. Bien sûr. C'est vraiment la manière dont on les traite. Beaucoup sont traités parce que comme s'ils étaient des dieux. Il y a beaucoup qui ont encore ce complexe-là en Afrique. Ah, je sens qu'il y a une qui veut parler. Non, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'ai observé en fait, parce que je me souviens quand on était à l'université, il y avait un ami qui était venu en échange, et c'était un Français, et tu n'avais qu'à voir comment les gens le traitaient en route en fait. C'était vraiment genre... comme si quelqu'un était sorti de la télévision, ils voyaient en fait quelque chose qu'ils avaient que vu dans la télévision, et même quand on allait au marché avec lui, dès qu'on le voyait, en fait, c'était vraiment genre, on va hausser les prix. Et puis, en fait, la manière dont les gens vont le traiter, c'est tellement différent. Et certaines personnes vont le traiter comme s'il était au-dessus de nous, les Noirs. C'est nous qui donnons souvent en Afrique le pouvoir, en fait, à ces Européens, quand ils arrivent, de se comporter comme ils se comportent. On ne met pas de limites, on dit, bon, on déroule le tapis rouge, si on me déroule le tapis rouge, je marche dessus, c'est tout. Absolument. Effectivement. Valérie a quelque chose à dire. Non, je valide ce que tu veux dire et je valide totalement. Je pense qu'il y a un truc de positionnement et de comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'autre. Est-ce qu'on le regarde au-dessus? Est-ce qu'on le regarde d'en bas? Est-ce qu'on le regarde face à face? Et je pense que le fait qu'on regarde les Européens en Afrique et qu'on leur déroule le tapis rouge comme on le fait, donc en les regardant comme ça, comme si c'était des dieux, c'est qu'à un moment donné, ils se sont présentés à nous en disant « nous sommes vos dieux ». Donc mettez-vous à quatre pattes, à genoux, faites ce que vous voulez, mais nous sommes vos dieux. Et donc, même si c'est plus quelque chose qui est présent, enfin, sur le principe, il y a quand même encore l'odeur du pet. Ça sent encore un peu mauvais. Donc, il y a eu cette transmission-là, et je pense qu'en fait, on est sur des générations, où à un moment donné, au début, on n'était peut-être sûrement pas d'accord, que non, vous n'êtes pas nos dieux, puis à un moment donné, en fait, on te dit que si, c'est ça, ou la mort. Donc,
Et c'est intégré, pour le coup. Ouais. Et puis, donc, l'autre n'a pas besoin de faire d'efforts. Non. C'était juste pour redonner un peu le... Je suis absolument d'accord avec toi. Redonner aussi pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour que ça change, surtout ça. Parce que quand tu te retrouves en Afrique où tu vas entendre des gens avoir des expressions comme tout ce que le blanc fait Oui. bon, ou Ah, bien l'expression. que les blancs sont trop forts. Quand tu vois, ils disent que non, il n'y a qu'un blanc pour créer ça. En fait, tu te dis, ben, vous vous positionnez où par rapport à l'histoire, vous vous positionnez où par rapport aux avancées dans le monde. Comment ça, il n'y a qu'un blanc pour faire ça, en fait? On a tous des cerveaux, on est tous intelligents. Peut-être de chacun d'une manière différente, mais on est tous intelligents. Même un noir, s'il a les mêmes opportunités qu'un blanc, avec le même cerveau, même pas forcément le même cerveau, mais il est capable de faire les mêmes choses. Et il y a des noirs qui ont fait des choses incroyables dans le monde, qui ont créé des choses, qui ont inventé. Pourquoi les gens sont toujours en train d'avoir cette idéologie en Afrique disant il n'y a que les blancs pour faire ça. Les blancs sont trop forts. Tout ce que le blanc fait est bon. Non. On oublie que les premiers mathématiciens étaient africains. Exactement. Il faut remettre les choses dans leur bon ordre. Et on oublie aussi que les vrais auteurs et les vraies autrices de la plupart des inventions, la plupart du temps, pas toutes, mais c'était souvent des noirs. Et c'est juste que l'histoire a été modifiée pour qu'on dise « Ah, mais en fait, c'est Oui, Pythagore !» Mais non, on c'est a pas Pythagore, c'est les c'est- Égyptiens. Donc on a été forcément, spoliés. quand on n'a pas l'expérience et quand on n'a pas l'éducation et quand on n'a pas la connaissance, on a l'impression que tout ce que le blanc fait est fort parce que c'est ouf de construire tout ça. Oui. Sauf qu'on a oublié que parfois, certaines de ces inventions-là ont été empruntées sans autorisation à des personnes qui étaient noires. On a été spoliés en quelque sorte. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis. Je vais essayer de conclure sur 2 petits points. Petite question que j'ai envie de vous poser pour faire une petite chute vers la fin. Est-ce que affirmer sa différence est une sorte de rébellion à l'intégration? Bah, Vous est-ce pouvez qu'on peut pas, répondre juste par oui ou non, hein. est-ce qu'on peut pas affirmer sa différence et être intégré? Les deux ne sont pas Sans être, incompatibles, sans être. Moi, je sans me que ça sens soit pas. lié, à Enfin, la je rébellion, pense quoi. que je suis. Alors, la différence, c'est quoi? Enfin, on peut après Sa décortiquer différence chaque ou sa chose. singularité, Son- hein, le c'est- fait Enfin, d'être son unique, quoi. autant. Enfin, en fait, Son on authenticité. est, à partir du moment où on est tous faits de cellules et qu'on a tous une ADN bien particulière, on est un ADN ou une ADN? Un ADN, bref. Un ADN. Un ADN. L'ADN, allez. À partir du moment où chacun a un ADN et que du coup chacun est censé être unique, pour moi, la question d'un point de vue juste scientifique, elle se pose pas en fait. Donc du coup, chacun est authentique, unique, exotique, enfin, puisqu'il est unique. Donc il est jamais semblable à l'autre. Donc voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de problématique pour moi. Voilà. Moi, je partage un peu le même avis que toi, Sandra. Je pense pas que le fait de vouloir rester soi-même, c'est un acte de rébellion. Si c'est considéré comme un acte de rébellion par une personne ou un groupe de personnes, c'est qu'eux-mêmes, ils ont peut-être un problème d'identité et que le fait que tu sois aussi true to yourself ou aussi authentique, bah, ça les dérange tellement qu'ils se disent que c'est pas normal et du coup, c'est considéré comme un acte de rébellion. Mais après, on nous apprend pas non plus à être nous-mêmes, je pense. On nous apprend rapidement à rentrer dans une boîte. Donc, d'une certaine façon, c'est une rébellion face peut-être au système et à la matrice. Mais sinon, en vérité, bah non, parce que tout le monde est censé, à un moment donné, retrouver le chemin vers son... Comment on dit true self en français? Son soi, sa source intérieure. ouais, sa source intérieure. Donc non, c'est pas un acte de rébellion, mais je pense que c'est perçu comme un acte de rébellion. Parce que les gens ne comprennent pas comment on peut se libérer, en fait, et ne plus être ce que... On va pas recommencer. Et ne plus être ce que les autres veulent qu'on soit, mais ce qu'on est vraiment et ce qu'on est censé être. Ouais. Yes. Alors. C'est Elle a sorti. réussi. Non, en fait, ça me rappelle aussi quand je vous entends, ça me rappelle juste c'est des petites anecdotes, mais plus d'une fois j'ai entendu des personnes dire les Africains sont trop expressifs. Vous pouvez pas. Ça veut dire quoi ça? Des personnes, par exemple, celles qui parlent au téléphone dans les transports en commun. Non, mais Ou bien c'est la vrai, façon ça dont c'est ils parlent vrai. quand même. Ça c'est vrai. C'est pas Ça, tranquille. c'est le téléphone a été inventé par un blanc parce qu'on n'entend pas suffisamment fort. On est obligé de crier. Je suis désolée. Et puis, en fait, c'est tout le monde, hein. Il y a pas que les Africains. Et puis, le fait Non, mais que les moi, mamans je- africaines dans le métro qui parlent fort, elles sont versées.
Elles sont versées quand même. C'est le réseau, c'est le réseau. Autre chose aussi, il y a plein de personnes. Nous, depuis le début de ce podcast, on n'arrête pas de rigoler. Je suis sûre que notre rire est communicatif. Les auditeurs, vous êtes aussi en train de rigoler parce que vous rigolez, on rigole, vous rigolez et vous dites que je ne savais même pas pourquoi vous rigolez. Mais en fait, juste avec ça, et je perds mes mots, mais bon, je me retrouve. Beaucoup de personnes, j'ai entendu ça plus d'une fois ici depuis que je suis en France, que les Africains sont trop expressifs, justement, le simple fait que quand on se retrouve, on rigole. On a la joie de vivre, super. Oui, mais C'est attendez, relou, non, mais non, c'est attendez. Moi, je suis désolée. Enfin, il y a on n'a pas la même position géographique, ne serait-ce que par le temps. Soleil. Le temps, en fait. Je suis désolée, quand tu es dans le temps, oui, le climat. Quand tu es dans... oui, le climat. Non, oui. Et en même temps, on est tout le temps en retard, donc Il y a aussi ça, c'est vrai. Mais le climat, en fait, change totalement la façon dont on fonctionne. Voilà. Le climat occidental est différent du climat africain, est différent du climat asiatique. On n'a pas du tout la même fréquence, on n'a pas du tout les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes habitudes. Voilà. Enfin, je veux dire, si je me lève en plein milieu de l'après-midi, je sais, à Douala, là, souvent, il fait un bon 35-40 degrés, là, c'est-à-dire que tu peux pas, en fait. Donc, l'hyperactivité que je vais avoir ici en permanence du matin au soir, je ne vais pas fonctionner de la même manière. Il y a des moments où je vais, peut-être en pleine journée, je vais éviter de me mettre dans une suractivité parce que le soleil est fort, en fait, et que ça t'épuise. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. C'était par rapport au fait qu'on rigole. Hein. Excusez-moi. Mais je pense à C'est vrai que dans le métro, franchement, à partir du moment où tu rigoles, où tu parles un peu fort, enfin, les regards sont tellement explicites pour te dire, mais tu gênes en fait. Non, mais est-ce que ça explique par rapport à... On est en train de parler de... le rapport avec l'intégration. Oui, l'intégration. Je pense que nous avons la joie de vivre, en fait. En fait, je veux la joie de vivre. C'est que... Oui, en fait, c'est une singularité que nous avons. Et des personnes, justement, quand tu vas rigoler comme ça, ils vont vous faire la remarque que vous pouvez pas. Oui, mais est-ce que c'est pas... Non, mais attendez, c'est pas une... Non, mais attendez. Ce n'est pas... Vous pouvez avoir des Noirs qui vous disent ça, vous pouvez avoir des Asiatiques qui vous disent ça. Je suis désolée, c'est pas une histoire liée juste aux Blancs. Je disais que c'est pas simplement en fait une question d'intégration, c'est simplement le savoir-vivre parce que moi, sans pour autant être française de souche, en fait, si je suis dans le métro et que quelqu'un va mettre les écouteurs, mettre la musique volume maximum pour que moi j'entende ce qu'il écoute alors que j'ai pas envie d'écouter, ça me dérange. Que quelqu'un à côté commence à rigoler à gorge déployée à côté de moi dans le métro, moi ça me dérange parce que c'est simplement du bruit. Et il est vrai aussi que les Africains, quand on est ensemble dans le métro, on n'entend que nous. Ouais. Ça, ou alors le mec qui joue de la guitare. Hein, non mais est-ce que si t'es à Douala dans la rue, quelqu'un qui met sa musique fort ou qui est en train de parler fort au téléphone, ça va te déranger? Est-ce que c'est pas le contexte qui fait qu'à un moment donné, tu prends aussi... Moi, ça me dérange pas au Cameroun. Tu vois, moi, ça versé. Tu me vois pas, je suis là, je suis devant toi. Et puis en fait... Mais c'est différent. Je pense que ça me dérange parce qu'on est dans un endroit... Le métro est un peu fermé, dans les bruits, en fait, ça résonne. C'est plus par rapport à l'endroit où on est. Si on est dans la rue, on est en train de marcher, le mec qui met sa musique, il peut mettre sa musique. S'il veut, il n'y a pas de souci. Mais qu'on soit dans le métro, en fait, c'est fermé, vraiment fermé. Et on est... parce que moi, je prends la ligne 13. Ouais, Asia. La fameuse ligne 13. Et que tu as un mec... Une fois, je me suis retrouvée, il y avait un mec qui a allumé un joint dans le métro. Ah ouais. Oui, bon, il y a un autre qui prend sa musique, il allume, il avait une enceinte Bluetooth, il met sa musique là, que on va faire la fête dans le mais ça, c'est un cas extrême. Non, ça te dérange. Oui, si tu te marres dans le métro, faut arrêter, attendez. Quand même, se marrer dans le métro, c'est pas problématique. Moi, je pense véritablement qu'après, les gens ont un problème... Enfin, ça n'appartient qu'à moi de dire ça. Mais c'est assumer aussi, à un moment donné, le fait de juste vibrer avec la vie, quoi. Ouais. Et d'être juste là et de se marrer. Moi, des fois, on se tape des barres pour rien. Et les gens, ils se disent, mais en fait, pourquoi vous marrez? Mais en fait,
En quoi, en fait, le fait de se marrer dans le métro ou dans un lieu public, etc., est problématique? Alors, on pourra dire, oui, mais dans les codes occidentaux, les gens sont discrets, on se... Ok, mais en fait, si j'ai envie de me marrer, je me marre. Je ne viens pas empêcher ta liberté. Je ne viens pas déranger ta liberté quand je me marre. Donc, à partir du moment où je ne viens pas t'empêcher de vivre et d'exister, tu vas pas m'empêcher moi-même dans ma propre expression de ma joie. Enfin, je reviens sur ce que tu dis. Tu dis les codes occidentaux les gens sont plutôt discrets. Et c'est pour ça, justement, en fait, que quand des personnes sont autant expressives, les Africains sont autant expressifs, moi, j'ai entendu des personnes dire qu'on ne s'intègre pas, en fait. Vous n'avez pas compris que vous êtes d'un pays où ça ne se fait pas ça. Oui, mais tu vas arriver à un groupe d'ados, ils ont 15-16 ans, ils arrivent dans le métro, ils parlent fort et tout. Je suis désolée, c'est pas une histoire de couleur de peau ou quoi. C'est juste que c'est un moment de la vie où on est dans une phase où on s'en fout un peu, on est là dans l'expression de notre bonheur. Enfin, je ne suis pas persuadée que... J'entends ce que tu dis, hein, et que les Africains parlent fort, oui, ça c'est clair. Hein. Nous, souvent, on est en soirée, on est là, vous voyez comment vous parlez fort. Nous-mêmes, on se gaze entre nous. Mais je vois aussi des jeunes qui arrivent dans le métro et qui font du bruit, c'est pas une histoire de noir ou truc. C'est qu'ils sont là, ils font du bruit parce qu'ils font du bruit et qu'ils ne pensent pas aux autres. Exactement, c'est pas une C'est question pas lié à la de couleur de peau. nationalité ou bien de couleur de peau, en fait. C'est propre à la personne. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui exagèrent un peu avec le mot intégration, dans le sens où, petite chose que tu vas faire ou tu vas pas faire, on va te dire que tu ne t'intègres pas. C'est devenu un mot populaire, quoi. C'est Tout ça, le monde c'est ça, en fait. On le sort à toutes les sauces. Exactement. Dès que tu fais un truc, tu manges pas ça, tu t'intègres pas, toi. À quel niveau j'ai ça? Et même si je m'intègre pas, qu'est-ce que ça occupe-toi de ton intégration à toi? Pourquoi on est obligé de tous s'intégrer? Enfin, c'est quoi? Donc toi, t'es la police de l'intégration? C'est quoi? T'as une grille, t'as une fiche? L'immigration. Tu dois checker. Ah non, désolé, il peut pas. Alors, on renouvelle pas sa carte de séjour et mange pas de moules frites. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais attends. Je retiens les gens police ils savent de l'intégration. T'es pas intégré, mais oui, ok. Et après, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, en fait. C'est vraiment genre ta vie. Ah, dis donc. Donc, on va quand même conclure. J'ai beaucoup ri pendant l'enregistrement de ce podcast et je n'arrête pas de rire. Moi, je pense qu'il faut que tu t'arrêtes de rire quand tu vas rentrer dans le métro. Je m'arrête de rire. Dernière question, on va aller sur une petite conclusion. Vous prenez la parole si vous voulez, mais je pense que nos auditeurs ont envie d'entendre toutes vos voix. Donc, Donne-toi perche énorme. donc, si vous aviez un conseil que vous donneriez à toutes ces personnes qui arrivent en France et qui doivent vivre un processus d'intégration, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, je reviens sur la langue en fait, parce que du coup, ne serait-ce que même pour travailler, moi j'ai reçu, quand j'étais RH dans une société, j'ai reçu un certain nombre de personnes qui ne parlaient pas du tout la langue. C'est trop bête. Et donc du coup, c'était quand même compliqué de pouvoir, ne serait-ce que leur proposer quelque chose en fait. Donc je reviens encore une fois sur mon histoire de langue, mais je trouve que c'est important de pouvoir parler et de s'exprimer et de pouvoir communiquer avec l'autre du pays dans lequel vous allez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau de l'intégration? C'est déjà pas moi. Je passe le micro à quelqu'un d'autre, bye. C'est quoi déjà la question? Non, mais ça n'est pas du tout avec nous. Si vous pouviez voir ça, Non, mais c'est c'est fait exprès. C'est fait exprès. Non, un conseil, soyez vous-même. Franchement, soyez vous-même. C'est ce que je voulais dire. Non, mais soyez vous-même. On perd trop de temps. Non, mais on perd trop de temps à toujours limer ici, couper là. Il faut pas être ceci, il faut pas être cela. C'est bon, quoi. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Franchement, je pense que chacun a au fond de lui, il sait s'il est poli, mal poli, gentil, pas gentil, truc. Enfin, je veux dire, quand on se comporte, alors on peut ne pas avoir conscience, mais quand même, on sait que quand on était un connard ou une connasse, enfin, ça se voit en fait. Donc, soyez vous-même dans le respect et dans la bienveillance des autres, voilà, et de vous-même. Voilà. Bah, tout comme Sandra.
pareil. Non, mais en fait, intégrer, non, pas de conseil particulier, juste si vous avez une volonté, parce qu'après, ça peut être un choix. Il y a des gens qui veulent s'intégrer et c'est un choix. Et ben, dans ce cas-là, je dirais de suivre les conseils de Diane par rapport à la langue et peut-être concilier les deux et trouver un équilibre entre votre culture et celle du pays dans lequel vous allez. Si c'est pas forcément un choix ou vous n'en avez pas envie, bah, vous faites votre vie en fait, parce que ça vous empêchera pas d'exister, de manger, de dormir et d'écouter nos podcasts. Tu l'as placé celle-là hier. Je pense que en termes de personnes qui arrivent en France, en fait, il faut distinguer différents types de personnes. Il y a des personnes qui vont arriver ici, ne parleront pas la langue et effectivement, pour s'intégrer, je leur conseillerais d'apprendre la langue parce que la communication, c'est important. Parce que si je prends un petit exemple, moi, par exemple, je suis bénévole au Secours populaire et je fais l'accueil souvent de personnes migrantes, de personnes qui sont dans des familles défavorisées. Et souvent, j'ai eu à recevoir des familles. La mère, elle est là depuis au moins 10 ans en France. Elle ne parle pas français et il faut que ce soit son fille ou son fils qui fréquente en France parce qu'il est né en France, qui doit traduire. C'est difficile, même pour elle, si elle veut même trouver un travail derrière, ce sera compliqué. Du coup, elle est obligée de se contenter des aides, en fait. C'est vraiment la dépendance. Si son enfant n'est pas là, elle ne comprend rien à ce qu'on est en train de lui dire et elle ne peut rien nous dire. Donc, à chaque fois, il faut que son enfant soit à côté d'elle. C'est l'intégration. Quand tu arrives dans un pays, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Corée, le Japon, la première phase de l'intégration, c'est d'apprendre la langue. Il faut que tu aies un moyen de communication avec les autres. Bon, si tu sais parler l'anglais, c'est encore autre chose parce que l'anglais est devenu un peu une langue universelle, mais c'est apprendre la langue déjà en premier. Et pour ceux qui savent déjà parler la langue, qui arrivent comme des étudiants, qui arrivent pour travailler ici, je rejoins ce que les autres ont dit. Soyez vous-même. N'essayez pas de vous fabriquer une personnalité juste pour plaire aux autres. N'essayez pas de commencer à... On a vu des gens, par exemple, quand on arrive à l'université, qui se sont mis à fumer parce que c'était comme ça que l'intégration le voulait, en fait. Parce la pause café, la pause cigarette, ils se sont mis à fumer juste pour l'intégration. Pas parce que forcément, ils aimaient le truc, mais juste pour l'intégration. Mais derrière, bon, j'ai envie de dire aussi que la cigarette est mauvaise pour la santé. C'est juste mon conseil, mais bon. En fait, tu te retrouves en train de faire des trucs, pas parce que tu as vraiment envie de le faire, mais juste parce que il faut que tu entres dans le groupe, que tu entres dans le moule et tu te perds dans tout ça. Tu perds ton identité, tu perds les valeurs que tes parents t'ont inculquées. Tu perds tout ça, en fait. Et après, il te reste quoi à la fin? Il te reste qui, en fait, à la fin? Personnellement, si je devais retenir un critère de l'intégration, moi je dirais la langue. À partir du moment où tu arrives en France ou dans l'autre sens, si tu sais parler la langue, franchement, l'intégration est personnelle. Il faut être toi-même, comme disait Sandra, et puis basta. Voilà. Moi, je dirais juste, soyez stratégique dans votre intégration. Et ne vous oubliez pas, parce que d'où vous venez, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas savoir où vous allez si vous ne savez pas d'où vous venez. Donc, intégrez-vous, oui. Mangez un peu de raclette de temps en temps s'il faut, parce que votre directeur commercial aime bien. Bon. Voilà. Mais n'oubliez pas, mais n'oubliez pas de transmettre à vos enfants comment on fait le ndolé, le héros, le coquille, etc. Parce que ça leur donne un socle et ça leur donne aussi cette culture qui est riche, en fait, et qui leur permet ensuite de nager de manière assez fluide dans les différentes eaux culturelles qui l'entourent, parce que plus ça va aller, plus ça va être noyé. Voilà. Merci beaucoup à chacune d'entre vous. Merci pour ces conseils. Et j'ai retenu 2 choses et j'espère que vous également. Il faut apprendre la langue. Si vous savez déjà parler la langue, il faut vraiment rester vous-même. C'est important de ne pas se perdre, de ne pas perdre son identité parce qu'on veut se fondre dans la masse, parce qu'on veut entrer dans le moule, parce qu'on veut ressembler à tout le monde, parce qu'on veut être accepté. C'est important de ne pas perdre qui vous êtes, parce que c'est important d'avoir une identité. Et nous sommes tous uniques, comme Sandra l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous uniques. Et c'est important de garder ce petit truc qui fait que nous sommes ce que nous sommes, quoi. Merci beaucoup à chacune d'entre vous d'avoir accepté
de participer à ce podcast familial. Merci Sylvia. Merci à toi. Merci à toi. On a beaucoup rigolé, mais ça va s'arrêter là. Ça fait 15 € l'heure. D'accord. C'est même pas cher. Ça va. Hein. Moi, je suis moins chère. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Merci vraiment à chacune de mes invités. Ce fut vraiment un réel plaisir d'échanger avec elles. On a passé un super moment, on a beaucoup rigolé et j'espère que vous aussi. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Si vous aussi, vous souhaitez participer à ces podcasts de groupe intergénérationnel, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou à nous mettre un petit commentaire. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. C'est avec plaisir qu'on vous recevra dans les locaux de Upgrade à Asnières pour échanger, pour passer un moment super rigolo comme celui-ci avec vous. Il y a plein de thématiques à aborder, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce podcast et j'ai hâte de vous lire. D'ici là, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by les Jones, vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast, une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumani, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.